Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai une annonce à vous faire. Résalliance organise son premier événement en présentiel à Paris. Ça aura lieu le 6 octobre prochain. Il y aura Delphine Caps, Alexis Moujol et moi-même, les 3 cofondateurs de l'association, pour non pas une formation, mais une transformation qui va durer toute la journée. Stratégie de recherche d'offres d'emploi, CV, lettre de motivation, simulation d'entretien, vous allez ressortir boosté, plutôt résa-boosté. Pour vous inscrire à cet événement unique, exceptionnel, suffit de vous inscrire sur le lien en commentaire de la vidéo. À très vite, attention, les places sont limitées. Ciao. Jérémy, je te remercie infiniment, infiniment de nous accorder ce temps-là pour échanger avec les PhD, doctorants. Enfin, il y a de tous les profils généralement, mais c'est surtout des life science. C'est notre niche chez Résalliance. Ouais. Donc, voilà, merci beaucoup d'être là, Jérémy. Bah merci à toi pour l'invitation, c'est un plaisir. J'ai toujours aimé partager avec mes pairs nos expériences. Je pense que c'est important, en particulier quand on commence une thèse ou qu'on est en thèse, on sait tous que c'est un parcours qui est compliqué, avec pas mal d'embûches à surmonter. Et voilà, je pense que c'est important de se soutenir, donc c'est avec grand plaisir. Merci infiniment. Ces témoignages sont hyper précieux, Jérémy, parce qu'on a des feedbacks tout le temps. Des gens qui nous disent, j'ai vu vos témoignages sur YouTube et maintenant je sais ce que je veux faire. C'est formidable. Mais il y a plein de conseils et voilà. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, n'hésitez pas, on a un clic. Vous pouvez comme ça suivre les actualités. Et donc, le répit de Jérémy qui devrait être en ligne d'ici la semaine prochaine, on vous tient au courant sur YouTube. On y va, Jérémy, pour l'interview. T'es prêt? T'es chaud? T'es patate? Ouais, Allez, complètement. On perd pas de temps. De toute façon, j'accepte les gens au fur et à mesure. Je check. Ouais. Donc, Jérémy, toi, aujourd'hui, tu es responsable R&D. Alors, en anglais, ça se dit pas comme ça. C'est ça, Head of... Oui, en anglais, ça se dit Head of Technical Unit parce que Technical Unit, c'est spécifique à Buaster. Mais effectivement, quand on en a discuté, on s'est dit peut-être que le plus simple, c'est de dire responsable R&D. Voilà. Donc, en gros, en quelques mots, mais on pourra y revenir. En fait, aujourd'hui, du coup, je suis le responsable d'un groupe de chercheurs, d'une unité au sein de l'institut qui s'appelle Buaster, qui est localisé à Gerland, à Lyon. Très bien. On aura l'occasion d'y revenir en détail. D'abord, ce qui nous intéresse, c'est le parcours. Ton parcours, Jérémy. Qui est Jérémy? Parce que c'est de la neurovirologie, c'est ça, hein? Ouais. À l'époque. Vers ce domaine, qu'est-ce qui t'a plu? Ouais, à l'époque, j'y tenais beaucoup. On pourra en reparler de pourquoi, mais aujourd'hui, c'est quelque chose que je mets plus forcément en avant, mais forcément quand on a passé 3 ans de sa vie à étudier un domaine spécifique, en tant que jeune thésard, jeune diplômé, jeune docteur, c'est quelque chose sur lequel on s'accroche un petit peu, voilà. Mais oui, alors pourquoi je suis venu à la neurovirologie? En fait, c'est finalement assez simple, après les premiers stages que j'avais effectués au tout début de ma scolarité, donc j'ai un parcours très technique. En fait, à l'origine, je me destinais à être technicien dans un laboratoire. En réalité, j'ai fait un parcours BTS et puis en fait après le BTS, je me suis dit bah tiens, j'aimerais pousser un peu plus loin. Donc en fait, parce que je me voyais pas être uniquement technicien. Je voulais potentiellement apporter. Ce qui veut pas dire que le technicien n'apporte pas du tout au projet évidemment, mais je voulais être un peu plus impliqué scientifiquement sur les projets. Donc j'ai fait une licence professionnelle à Paris pendant 1 an et en fait je me suis dit c'est toujours pas ce que je veux, donc finalement après je me suis dit je vais faire un master et après je m'arrête, promis. Donc j'ai fait un master à l'EPHE, donc toujours à Paris, donc l'EPHE c'est à la Sorbonne. Voilà, et là c'est vraiment là, à ce stade-là, je pense que j'ai vraiment commencé entre guillemets ma carrière de scientifique, où je commençais à prendre en charge mes propres projets. Et puis à la fin de mon master, en fait, je travaillais sur un projet qui me passionnait vraiment à l'époque, un projet que j'avais moi-même en partie initié avec le temps en fait que j'avais sur le côté des manips qui étaient prévus. En fait, je le dédiais à faire des choses qui moi me faisaient un peu vibrer quoi, finalement scientifiquement. Et il se trouve que ça a plutôt bien fonctionné.
Et de là, en fait, est né un autre projet qui était porté par un ancien thésard du labo dans lequel j'étais, qui était à cette époque-là aux États-Unis, qui souhaitait revenir pour créer son labo. Et donc, un projet a été rédigé et du coup obtenu dans ce cadre-là. Et j'ai eu la chance de pouvoir être financé sur ce projet-là. Donc, ça veut dire que j'ai pas eu la chance, peut-être certains diraient que c'est une chance, mais j'ai pas eu besoin, en tout cas, de faire les concours des écoles doctorales pour avoir accès à mon financement de thèse. Voilà. Et C'est un donc c'est de financement de là. l'ANR, c'est ça? C'est un financement de l'ANR que tu avais eu, c'était quoi? C'était ouais, c'est l'ANR tout à fait. C'était en fait ce qu'ils appellent, alors je sais plus si ça existe encore, mais c'est ce qu'ils appellent les retours de postdoc. En fait, c'est en gros c'est une grante que tu obtiens quand t'es postdoc et que tu veux en gros commencer à t'installer. D'accord, ok. Euh, et donc pour répondre à ta question du départ, pourquoi la neuroviro? En fait, au tout départ de ma carrière, quand j'ai commencé à faire mes premiers stages, assez vite j'ai été fasciné par la virologie. D'accord. J'étais aussi fasciné par la cellule, le neurone, en fait, Mm. qui est un peu, je sais pas si on le voit, si on peut le voir comme un graal des cellules, c'est sans doute pas le cas, mais voilà, c'est sûr que le neurone, c'est entouré de plein de mystères, c'est des cellules qui sont fascinantes et du coup, il se trouve que le laboratoire que j'avais rejoint avait des thématiques qui rejoignaient les deux. Et ça faisait aussi écho à une discussion. Je le partage parce que c'est tellement vrai. En fait, quand j'étais en stage de BTS, je pense, je discutais avec mon encadrant de l'époque et je lui dis, oh là là, j'aimerais tellement pouvoir un jour rentrer au P4. Pour moi, ce serait un aboutissement de ma Ouais, carrière. Et en fait, quelques années plus tard, quand j'ai choisi mon master, il se trouve que le laboratoire qui m'a accueilli est un laboratoire du CIRI à Lyon, ouais. l'équipe de Branca Horvat qui est très connue et en fait Branca travaille sur les virus P4 et je me suis dit bon bah là c'est ma chance et donc finalement je l'ai saisi, j'ai commencé mon master du coup sur un autre sujet donc qui était vraiment centré neuroviraux en fait Mhm. mais qui n'était pas trait à un virus P4 et puis de fil en aiguille en fait mon projet de thèse avait pour but finalement d'étudier l'infection du système nerveux central en utilisant le virus de la rougeole qui infecte chez l'homme le cerveau parfois. Et donc d'utiliser la rougeole, qui est un virus P2, donc qui est facile à manipuler, ou sur lequel il y a un vaccin, etc. Et donc on utilisait théoriquement la rougeole comme modèle simplifié d'un virus P4 qui s'appelle le virus Nipah. Et donc voilà, dans le cadre de cette thèse-là, j'ai eu la chance vraiment de pouvoir être formé au P4 et donc à manipuler Nipah. Enfin voilà, j'ai eu la chance pendant la formation de manipuler tout un tas de virus P4 parce que ça fait partie de la formation. Génial. À t'écouter, Jérémy, on sent que tu es passionné. Ouais. Tu as pris du plaisir dans tout ce que tu fais. Tu as Mhm, été guidé justement par cette passion-là qui t'a amené finalement dans la recherche, alors que tu te voyais peut-être mhm, t'arrêter technicien. Et tout donc, à tu as fait fait. cette thèse-là qui a duré, je crois, un peu plus de 3 ans. 3 ans, pile Et pour. Enfin ouais, à quelques mois près, c'était 3 ans. Ouais. alors, raconte-nous comment s'est passée ta thèse, du coup. Ça s'est bien passé quand même? Ouais. Bah, est-ce que alors la question que j'aurais envie de te poser en retour, c'est est-ce qu'une thèse se passe toujours très bien? Oui, Ça justement. dépend, ça dépend ce qu'on entend par très bien. Mais oui, oui, enfin, Tu as aimé, qu'est-ce que tu as moins aimé dans ta thèse? Qu'est-ce que tu ouais, as ouais, adoré? Qu'est-ce que... enfin, ouais, partage-nous un peu ton retour d'expérience. ouais. Non, non, du coup, non, non, enfin, en fait, ma thèse, elle s'est super bien passée. En plus, j'ai commencé ma thèse dans mon labo, en fait, historique, hein, de master. Hein. Donc, j'ai pas changé de labo pendant quasiment 7 ans, si je dis pas de bêtises. Et oui, oui, enfin ça s'est très bien passé. Alors après la thèse, hein, on sait tous, hein, c'est plein d'embûches qu'il faut surmonter. Il y a des difficultés techniques, voilà. Et après, ça fait partie de la formation du thésard, c'est-à-dire que après, je pense que tu en parles beaucoup, mais et c'est assez à la mode. Mais c'est vrai que la résilience, je pense, un des keywords d'une thèse finalement. Mm. Et, euh, et voilà, en fait, moi j'ai eu la chance d'être dans un labo que je connaissais parfaitement avec des collaborateurs, des encadrants que je connaissais très bien. Et en fait, je me suis dit le jour où je commence ma thèse, c'est pour finalement la prendre en main. Donc en fait, je me suis fait le point d'honneur à essayer d'être autant que faire se peut hyper autonome. Ok. Voilà. Alors après, c'est pas toujours possible parce qu'on travaille jamais seul en science. Je pense que tous les gens qui en font ou qui en ont fait le savent. Hein. La science, c'est avant tout un travail collaboratif et d'équipe. Mais voilà, c'est vrai que c'était un projet que j'avais vu naître aussi, un projet sur lequel j'avais généré tout un tas de données préliminaires qui ont, je pense, participé au fait qu'on a eu le financement. Et finalement, c'était un peu mon bébé, ce projet. Donc en fait, je l'ai pris vraiment en tant que tel et je m'y suis lancé. Donc en fait, je pense que je fais partie peut-être des chanceux. Enfin, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas, j'ai une expérience de thèse qui a été compliquée sur
différents égards, mais qui, dans la globalité, s'est plutôt très bien passé. Voilà. Donc, peut-être qu'il se passe très bien. Est-ce que ça veut dire que du coup, tu te projetais, toi, dans les concours plus tard, partir en Non. postdoc? Qu'est-ce qui se Non, passe? non, et du coup, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que, mais en fait, je pense que c'est un peu le running gag aussi de toute ma scolarité et du début de ma carrière, c'est-à-dire, mais ça, on pourra en revenir parce que je pense que c'est un point Ouais. qui est important et que j'aimerais pouvoir Mhm. partager. Je suis rentré en thèse en me disant, ça, c'est mon projet de thèse, c'est mon bébé. Je veux pouvoir publier sur le sujet, ça me passionne. Par contre, promis, j'arrête après la thèse. Ah ouais, encore une Ouais, fois ouais, aussi, Jérémy, ouais, tu ouais, peux aller arrêter après la thèse. ouais, Et ouais, quand ouais. tu dis je me vois arrêter après la thèse, est-ce que tu savais quand même, tu avais quelque chose en tête ou c'était juste Oui, oui, vers... oui. En fait, Qu'est-ce en que tu fait, voulais faire? si très probablement qu'à l'époque, si on m'avait donné l'opportunité de sans doute rester dans mon labo de l'époque et de d'avoir la chance d'avoir un poste d'assistant, pas d'assistant, Une recherche? ingénieur de recherche, voilà, tout à fait. Ouais. Très probablement, je me serais pas posé beaucoup plus de questions et sans doute que je l'aurais pris avec grand plaisir. Bon, bah, il se trouve qu'aujourd'hui, les postes d'ingénieur de recherche, c'est des postes qui sont, pour le coup, pour moi, en tout cas pour les doctorants et les jeunes diplômés, qui restent un Graal. Malheureusement, il y en a très très peu, voire quasiment plus, et c'est en général des postes qui sont plutôt associés à des plateformes techniques aujourd'hui. Mhm. Euh, et donc, en fait, assez vite, je me suis dit, voilà ce que j'aimerais, mais finalement, je pense pas que j'aurai des opportunités pour l'avoir, et puis avec tout ce que ça impliquait, c'est-à-dire que faire les concours, hein, du coup, moi, je les ai jamais tentés parce que assez vite, je me suis dit que c'est pas ce vers quoi j'avais envie d'aller. Mais c'était galérer, pour dire les choses comme elles sont, galérer encore pendant des années, retenter le concours plusieurs fois pour quelques miettes qui, en fait, en fin de thèse, me semblaient plus être pertinents par rapport à ce que je voulais. Quand tu dis tenter les concours, c'était de tenter les concours d'ingé de recherche, c'est ça, Ouais, hein, ouais, ouais, tout tu à ne fait. ciblais pas les concours de chercheurs, enfin, tu pensais pas au postdoc à ce moment-là. Non, non, non. Et le poste de CR, alors bon, peut-être que mon poste aujourd'hui pourrait être assimilé d'une certaine manière à un poste de CR, même si c'est pas tout à fait le même profil à Bioaster en tout cas. Mais en fait, très clairement, le poste de CR et de DR m'a jamais vraiment fait rêver, pour être tout à fait honnête. Encore une fois, c'est connu, hein, enfin, en début de carrière de CR, tu t'es encore beaucoup impliqué normalement dans le labo. Enfin, il y a beaucoup de CR qui font beaucoup de manip, hein. Mm. Mais la majorité du temps passé par les CR, c'est d'aller chercher des financements. Et Ouais. en fait, moi, ce travail-là, ce mode de vie-là, m'intéressait pas du tout. En fait, On comprend bien, Jérémy, que toi, ce que t'aimais beaucoup manipuler, quoi. ah ouais, moi je suis, bah encore Et- une fois, mais ça, je pense que ça fait partie de mon ADN, hein. Encore une fois, je viens d'une formation qui est purement technique, quoi. Donc en fait, alors c'est plus vrai aujourd'hui, mais pendant toutes ces années-là, jusqu'à la moitié de mon postdoc, je m'éclatais à la paillasse et je voulais pas faire quoi que ce soit d'autre, en fait, finalement. Alors, justement, en parlant de postdoc, tu voulais t'arrêter après la thèse et t'es quand même parti en postdoc, faut que tu nous expliques. Ouais, ouais, bah en fait, du coup, à disons peut-être un an et demi de thèse, j'ai commencé à me poser la question. J'ai été à un stade de ma vie où voilà, j'avais envie peut-être de changement, j'avais aussi envie de me challenger. Je le précise parce que c'est important. J'ai pendant très longtemps un peu résisté au monopole, par exemple, ça va sembler trivial, mais au monopole de l'anglais dans la science. Donc en fait, je faisais partie de ceux qui rechignaient un petit peu à s'y mettre. Et bon, on m'a pas donné le choix, et c'est très bien qu'on m'ait pas donné le choix d'ailleurs quand j'ai commencé ma thèse de m'y mettre. Et puis en fait, de fil en aiguille, je peux vous dire ce qui a été un déclic en fait pour moi, je pense. C'est un congrès qui est très connu dans le domaine des virus ARN qui s'appelle le NSV. Qui se tenait à Sienne à cette époque-là. Et en fait, je me suis retrouvé dans ce super congrès avec tous les PI dont je lisais tous les jours les publis euh, à la paillasse. Et en fait, je me suis retrouvé dans ce congrès-là, un peu engoncé dans ma capacité à juste communiquer ce que je voulais, communiquer avec eux sur ce sur quoi ils travaillaient. Et en fait, ça a été une très grosse frustration, pour être tout à fait honnête. Électrochoc pour toi, tu t'es dit c'est pas possible, quoi. Ouais, je me suis dit, c'est pas possible. Là, tu as l'opportunité de discuter avec les pontes de ton domaine. Et en fait, là, peut-être que c'est pas perçu comme ça, mais en tout cas, moi, la manière dont je l'ai perçu, c'est et en fait, là, tu passes
pour probablement un incompétent parce qu'en fait t'es pas capable de communiquer ce qui te fait vibrer quoi. Donc et à ce moment-là je me suis dit c'est pas possible et puis j'ai encore une fois j'étais à un stade de ma vie où j'avais envie de changement et je me suis dit bah je pense que le changement peut venir de là. J'aime encore la paillasse, j'aime encore la recherche. Peut-être qu'avec un peu de chance, si mon postdoc se passe extrêmement bien, j'étais encore un peu naïf. On pourra en reparler, mais si mon postdoc se passe extrêmement bien et que j'ai des belles publis à la clé, bah peut-être que je pourrais rester dans ce domaine-là. Et du coup, finalement, je me suis dit bon bah voilà, prenons le challenge. Je déménage à l'étranger. Donc là, dans ce cas-là, c'était donc aux États-Unis, dans le Michigan, dans une petite ville qui s'appelle Ann Arbor, qui est à 30 minutes de Détroit. Tu as trouvé facilement ton postdoc, Jérémy? Ouais, parce que en fait, c'est le jour où je me suis dit je vais le faire, j'ai pas attendu. C'est-à-dire que si je devais donner des conseils, même si c'est peut-être pas l'objectif aujourd'hui, en tout cas, j'ai pas la prétention de donner des conseils à qui que ce soit aujourd'hui, mais le point, c'était de me dire quand j'ai décidé de faire un postdoc, et ça c'est intervenu à peu près un an et demi, je pense, de ma thèse, j'ai tout de suite engagé des discussions avec des labos à l'étranger. Et donc après c'était où est-ce que je vais donc j'ai un peu tâtonné, j'avais réfléchi à l'Australie, j'avais réfléchi aussi au Japon parce qu'il y avait quelques gros labos historiques sur la rougeole là-bas, j'avais regardé dans les pays scandinaves puis finalement pour plein de raisons, entre autres la simplicité et le fait aussi que les profils européens au sens large, hein, c'est pas vrai pour les Français mais c'est vraiment européen, sont très attractifs aux États-Unis. Je me suis dit, bah, c'est le plus simple. En fait, tu prends un avion, tu passes l'océan et t'es là-bas. Si je dois revenir en Europe, c'est pas compliqué. Et voilà. Et en fait, après, je me suis dit, bon, bah, ça sera les États-Unis. Euh, et puis, bah, de là, après, je me suis dit, qu'est-ce que tu as envie de faire? Parce qu'en fait, c'est la question aussi. Et en fait, je voulais arrêter un petit peu ce que je faisais à l'époque. Je voulais, en fait, complètement switcher de domaine. Je voulais faire de la neuro pure. Du coup, j'avais eu quelques entretiens dans ce domaine-là. J'avais fait une interview à Stanford dans un super gros labo. Euh, le PI est nobélisé. Il s'appelle Thomas, il s'appelle Thomas Sudoff. Donc c'est un pur neuroscientist, enfin brillant, etc. Et je suis allé chez lui. En fait, c'était une usine à postdoc. Et en fait, je me suis dit, n'y va pas, parce que d'une part, tu fais un switch de domaine, donc en fait, tu es reparti presque pour une thèse avant d'être compétent. Et donc dans 3 ans, tu commenceras à être compétent dans ton domaine. Et après, du coup, on se parle de quoi? C'est-à-dire, je suis parti 10 ans, quoi. Et c'était pas les objectifs. Et donc après, j'ai recentré et finalement, j'ai trouvé mon laboratoire de postdoc qui est donc à l'université du Michigan, qui est le laboratoire de Kristen Verrey, euh, qui est absolument extraordinaire. Je me suis éclaté. Enfin, voilà, j'ai beaucoup appris à son contact. C'est évidemment une très grande scientifique, mais humainement, c'est vraiment quelqu'un de super. Et voilà. Et en fait, donc j'avais fait plein d'entretiens dans différents labos. Et la petite histoire, c'est que je suis arrivé dans son labo, j'ai fini mon talk d'interview. Et en fait, je lui ai dit, voilà, mon objectif, c'est d'apprendre tout ce que tu sais faire. Kristen, elle est experte entre autres, les moteurs moléculaires, donc les kinésines, principalement, et les microtubules aussi. C'est ce qu'elle utilise historiquement. Et je lui ai dit, voilà, moi, je viens chez toi, si tu me donnes l'opportunité pour apprendre tout ce que j'ai à apprendre sur ce système-là, les microtubules et les moteurs, pour pouvoir potentiellement, encore une fois, dans quelques années, revenir en France et créer mon équipe qui étudierait spécifiquement l'interaction des moteurs moléculaires et des microtubules avec les virus. Et en fait, top comme elle m'a dit, non, non, en fait, attends pas, ça m'intéresse, tu peux le faire chez moi tout de suite. Et, et du coup, voilà, de là, c'est parti. Et du coup, elle m'a offert le poste et je suis arrivé chez elle. Et en plus, c'était un poste sur lequel elle avait des financements. Donc encore une fois, on n'a pas eu. J'ai fait des demandes de financement, hein, mais j'ai pas eu besoin de me battre pour être payé. Elle m'a payé pendant mes 3 ans de postdoc et ça a été super, quoi. C'est génial, il y a pas mal de chance quand même, hein. Chaque fois, la Mhm, thèse, financement, postdoc financé, en plus mhm. super environnement, super contexte, des gens très sympas, donc c'est chouette. Tu avais Ouais. tout finalement pour te dire, ben, j'y vais, moi, à la recherche, c'est chouette. Mhm. Et donc, quand tu as fini ton postdoc, donc tu l'as dit, hein, tu te voyais peut-être monter ton équipe en France, etc. Mhm. Tu as fait des démarches justement pour avoir un financement, monter ton équipe en France, qu'est-ce qui s'est Non, passé avec ton non, postdoc? non. Et donc du coup, ce qui s'est passé, un peu pareil que pendant la thèse, c'est-à-dire qu'il y a une période de mon postdoc où
Alors déjà le premier constat, c'est que alors oui les États-Unis c'est très bien, oui le pouvoir financier des labos américains par rapport peut-être à ce qu'on a en France, dans une grande majorité des labos est complètement déséquilibré, hein. Il y a beaucoup d'argent au sens large dans la recherche aux US. Mais la recherche, ça reste la recherche, hein. Que tu la fasses dans un labo à Lyon ou aux États-Unis, c'est exactement la même chose. Tu as exactement les mêmes galères. Alors encore une fois, c'était sans doute de la naïveté de ma part, hein, mais quand tu pars dans un autre pays et que tu dis bah je pars pendant 3 ans au minimum, t'arrives là-bas, t'as plein d'espoir, tu dis ah putain je vais pouvoir faire des gros papiers j'espère, voilà. Et finalement je suis arrivé là-bas et puis un peu comme ma thèse, à un an et demi, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, d'une part, est-ce que tu as vraiment envie d'être à la page toute la journée? Et la réponse était clairement non, parce que, encore une fois, j'étais un peu le canard boiteux, entre guillemets, peut-être du labo, c'est-à-dire que, encore une fois, j'ai intégré un laboratoire qui n'était pas un laboratoire de virologie, c'était un laboratoire de biocell, en fait. Donc, en fait, j'étais, en général, le seul formé sur les manips, et donc j'ai tout fait moi-même pendant 3 ans. Du simple clonage jusqu'aux manips plus compliquées avec de la différenciation de neurones humains, etc. à partir d'IPS, tout ça. Donc là, en Et en fait, postdoc, de la paillesse, ça en a mangé beaucoup. Ça en a ah mangé oui, un oui, petit ouais. peu. J'ai fait que ça en plus du reste, hein. C'est-à-dire qu'après, quand tu es en postdoc, tu as quand même un statut qui est un petit peu différent et ça c'est très, enfin, je pense que c'est vrai partout, mais aux US en particulier, la nature postdoc, en fait, t'es vraiment dissocié aussi du statut doctorant aussi. C'est très visible là-bas. Donc en fait, t'es mis en avant beaucoup plus, t'es très sollicité pour présenter tes, euh, tes recherches en fait. Donc t'es toujours un peu en frontline et j'étais en frontline à la fois à la paillasse, en frontline dans les meetings, voilà, comme tous, hein. J'étais pas traité différemment, mais voilà, t'es très exposé quoi. Et c'est très bien parce que c'est formateur. Mais voilà, et en fait très vite, je me suis dit bon, j'ai plus envie de faire de manip, j'ai pas envie de passer mes journées à faire des demandes de financement. Et du coup, la question à ce moment-là, c'était de dire, bah, je suis sans doute pas meilleur que les autres. Aujourd'hui, j'ai pas dans ma musette des gros papiers qui me permettraient d'avoir un poste Ouais, euh, la en réalité. France. Et donc là, effectivement, ça a été un choc. La réalité est revenue, quoi, en Ouais, fait. Et à ce ok. moment-là, c'est à ce moment-là que tu commences à te poser, je pense, en tout cas pour moi, pour mon expérience, tu commences à te poser les vraies bonnes questions, en fait. D'accord. Juste, Jérémy, une question de Florent qui dit, mais comment tu t'es arrivé à t'épanouir dans un institut, un labo dans lequel ça ne traite pas forcément tes thématiques de cœur et comment tu vis les séminaires là-bas? Est-ce que ça n'a pas été au départ compliqué quand même de te dire, Alors si, ça l'a été, d'autant plus que bah encore une fois, comme je le disais, étant donné que j'ai rechigné à me mettre à l'anglais, je suis arrivé aux États-Unis avec un niveau d'anglais qui était pas très bon, hein, pour être tout à fait honnête. Alors j'étais capable de faire un talk et de présenter mes résultats, mais les interactions quotidiennes étaient compliquées, quoi. Et donc bah là, qui que ce soit qui a vécu dans un pays, et c'est pas vrai que pour l'anglais, c'est vrai pour tout type de langue, j'ai eu 6 mois où tu sais plus où tu vis, quoi. C'est où tu dois vraiment apprendre l'anglais. Enfin, c'est vraiment, ça a été, je pense, compliqué, quoi. Et ça a été compliqué parce que tu te retrouves parfois à table avec bah, potentiellement des nouveaux collègues ou des copains, et en fait, bah, ça discute comme tu le fais, voilà, quand tu es en famille ou autre, et en fait, t'arrives pas à suivre les conversations, quoi. c'est dur, hein? C'est dur. Et du coup, voilà, ça a pris vraiment 6 mois et je me suis vraiment au bout de 6 mois, il y a eu un événement où je me suis dit ah ça y est, en fait, j'ai fait le switch quoi. Et en fait, je suis enfin capable de pouvoir échanger, faire passer les messages que j'ai envie de faire passer, etc. Et donc après, bah, comment tu t'épanouis? Bah, en fait, encore une fois, j'ai sans doute eu un peu de chance, c'est-à-dire que je suis arrivé dans une université où les PI, en tout cas les PI avec lesquels j'interagissais, étaient plutôt tous bienveillants, tous des scientifiques vraiment de très bonne qualité. Encore une fois, en tête de file pour moi, Kristen était enfin extraordinaire. Ça a été vraiment un coup de foudre humain un peu pour moi parce que c'était vraiment quelqu'un de vraiment topissime. Et voilà, puis après, bah, tu fais des rencontres, tu te formes à ce que tu dois faire, et puis après, je peux pas négliger le fait que ça s'est bien aussi passé parce que j'avais le soutien de Christine. Encore une fois, l'aspect du financement est important. Il y a plein de postdocs qui arrivent dans un labo où le PI leur dit, bon bah tiens, t'as les 3 prochains mois ou les 6 prochains mois pour écrire tes demandes de financement, et à ce moment-là, on se revoit et on voit si tu restes ou pas, quoi. Donc voilà, et moi j'avais pas cette pression-là, quoi. Donc forcément, quand t'as pas la pression de l'argent, ça simplifie quand même beaucoup les choses, quoi. D'accord. Et donc, du coup, comme en thèse, tu l'anticipes en postdoc en te disant, bon, la recherche, j'ai pas coché toutes les cases, Ouais. réaliste,
tu voulais revenir en France, je suppose. Ouais, Et tout à tu fait, t'es ouais. dit, qu'est-ce que je fais? Alors là, tu avais l'idée de te dire qu'est-ce qui est possible dans le privé à ce moment-là? Ouais, ouais, et donc bah en fait un peu comme la thèse encore une fois, donc ce choc il a intervenu à 1 an et demi de mon postdoc. À ce moment-là, j'ai été hyper franc avec Kristen. Je lui ai dit voilà, je suis pas plus malin qu'un autre. À mon avis, ça va être compliqué. Si j'avais voulu rester aux États-Unis, d'ailleurs, ça aurait pas été le même scénario. C'est-à-dire que on en a jamais parlé parce que ça a jamais été un sujet d'ailleurs. Mais je pense que enfin, mon intuition, et il faudrait lui demander, il y a quelqu'un qui pourrait y répondre, mais si j'avais dit à Kristen, écoute, je suis bien dans ton labo, j'aurais envie de rester, est-ce qu'on peut pas regarder pour que je sois, comme ils appellent, Research Associate Ouais. dans ton labo, je pense qu'on aurait trouvé un accord et qu'aujourd'hui je serais dans son labo, quoi. Mais effectivement, le fait de se dire que j'avais pas envie de rester aux États-Unis, que j'avais envie de revenir en France à Lyon, voilà, et donc à ce moment-là, j'ai commencé à réseauter énormément sur LinkedIn, entre autres, à échanger avec beaucoup de gens. Souvent, les gens qui font du recrutement ou les gens qui font du conseil en comment présenter son histoire, comment designer son CV vont te dire ne contactez jamais quelqu'un en disant je cherche un boulot. C'est-à-dire adressez-vous d'abord à la personne sur bah tiens, je suis intéressé par ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Et en fait, bah, j'ai utilisé ça. Alors ça n'a pas toujours marché parce que même avec cette approche-là, ça marche pas toujours. Mais voilà, j'ai contacté beaucoup de gens. Et à cette époque-là, c'est important de le préciser, j'avais une collègue, une ancienne collègue qui était thésarde en même temps que moi, qui en fait était, elle, partie quelques années avant en postdoc et était dans le processus de revenir en France pour avoir un poste de consultant en financement de l'innovation dans la société que j'ai moi-même intégrée plus tard, en fait. Donc, elle t'a fait découvrir ce métier à ce moment-là, tu as échangé Voilà. avec elle et, Ouais, exactement. Parce qu'elle, elle m'avait dit, pour un peu les mêmes raisons que j'ai partagées, je veux plus faire de recherche, voilà, je veux passer à autre chose. Et du coup, elle avait retrouvé cet emploi dans cette société-là. à Et du Lyon, coup, du hein, coup? Oui, d'accord. oui, c'est dans la périphérie de Lyon, ouais, tout à fait. Ok, 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 ok. Et donc voilà, elle m'a parlé de son métier, ça m'a intéressé. Et du coup, à cette époque-là, j'avais discuté avec l'un des fondateurs de la boîte pour prendre des nouvelles, en fait. Et c'est là où c'est du coup c'est important parce que bah, on pourra revenir sur le processus de pourquoi je suis arrivé dans ce métier-là, mais Ouais. le jour où j'ai eu besoin de réactiver ce réseau-là, bah, du coup, il y avait déjà eu une discussion préliminaire avec le fondateur. Ça matchait avec le fait qu'ils avaient besoin de recruter. Et en fait, ça a été finalement un recrutement qui a pas été très challengeant, en fait, parce que les Super. fondations étaient là, quoi. Donc, Jérémy, t'as eu le bon réflexe, quoi. Tu as Mhm. eu le bon réflexe de réseauter, quoi. Tu t'es dit là, le réseau. LinkedIn, t'étais sur LinkedIn déjà avant ou t'as dû. Oui, alors j'ai LinkedIn, ça fait très très longtemps. Ça remonte à, je pense, avant même mon master. Donc j'utilisais mal en fait à l'époque. Puis après, quand tu dois commencer à réseauter ou que tu vois que, encore une fois, les pontes de ton domaine ou des gens qui travaillent dans le même domaine sont sur LinkedIn, bah, tu as tendance à connecter. Et après, c'est toujours la question de se dire, est-ce que je fais juste une demande de connexion? Est-ce que j'ajoute un message? Qu'est-ce que j'ajoute comme message? Enfin, c'est toujours les mêmes questions. Et puis, bah, en fait, voilà, j'ai fait grossir mon réseau comme ça. Je pense que il n'y avait pas forcément de stratégie derrière. C'était de dire, faut vraiment que je parle avec le plus de gens possible dans cette dernière année et demie de postdoc, parce qu'encore une fois, ma crainte c'était de revenir en France et de pas trouver d'emploi en fait, hein, et d'être bloqué. Et donc, bah du coup, j'ai passé beaucoup de temps à faire ça. Et En t'avais gros, pas en tête, Jérémy, t'avais pas en tête un métier en particulier, toi, en fait, parce que tu me parles non. de ton ami qui était consultant, donc tu t'es dit, Mhm, ouais, moi, tu t'es renseigné, mhm. découvert les métiers au fur et à mesure, tu discutais avec les Ouais, gens, comment ça s'est ouais, fait? ouais. Non, non. Donc effectivement, alors j'avais pas un métier en tête spécifiquement. Il y a une chose qui était sûre, c'est que je voulais absolument arrêter la recherche académique. Parce que je sentais que ce serait au minimum extrêmement compliqué, au pire, que ça allait mener à rien du tout. Mhm. Donc finalement, je me suis dit, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Je me suis dit, bah, j'aime la recherche, donc en fait, j'aimerais pouvoir être chargé de projet, par exemple, qui est un des postes très classiques dans la recherche du privé, quoi. Donc c'est plutôt ça que je ciblais à l'époque, mais j'étais pas fermé non plus à découvrir d'autres postes, type commercial, financement de Ok. l'innovation. En fait, je l'ai découvert au travers de cette copine, mais en fait, avant, je savais même pas que ça existait en réalité. D'où l'intérêt de discuter vraiment avec le plus de gens possible et discuter des expériences de chacun, parce qu'en fait, forcément, je pense qu'en tant que thésard, t'es pas forcément sensibilisé à ça. Alors peut-être un peu mieux aujourd'hui, mais j'y crois moyennement, pour être tout à fait franc. Donc, vraiment, à t'écouter, on comprend bien que le networking, ça a été clé pour toi, Mhm, une connaissance que tu avais, tu as parlé d'un métier, du coup, mhm, tu t'es connecté avec le cofondateur, tu as eu un mhm, premier échange, et plus tard, ça t'a permis de décrocher le job. Donc, c'est ça aussi la force du réseau, donc c'est un mhm.
important. Et Ouais. donc, du coup, bah, tu as commencé en tant que consultant, tu as passé quand même 2 ans, un peu plus de 2 ans en J'ai passé consultant. 2 ans, ouais, quasiment jour pour jour. Et effectivement, je le ressouligne parce que tu as raison, le réseau, c'est la clé en fait. Mais c'est la clé dans tout, hein. C'est vrai dans la vie professionnelle, c'est vrai dans la vie perso. Se créer un réseau, c'est essentiel, c'est vraiment essentiel. C'est vraiment pas quelque chose qu'il faut négliger et il faut aussi savoir le faire. Et potentiellement demander des conseils ou peut-être se faire accompagner s'il y a besoin, mais la majorité des gens avec qui j'interagis aujourd'hui ou des copains ou quoi que ce soit, tous me disent que pour la plupart, ils sont dans le poste dans lequel ils sont aujourd'hui parce que ils avaient quelqu'un dans leur réseau qui les a connectés à la bonne personne au bon moment. Donc ça c'est important de le souligner. Après du coup sur le switch, donc ma décision quand je me suis dit j'arrête la recherche académique, je voulais continuer à faire de la recherche mais dans le privé. Mm. Et donc là maintenant, si on recontextualise, c'est-à-dire que je suis parti, j'ai fini mon postdoc au mois de décembre 2019. Je suis arrivé en France juste avant les fêtes de Noël. Et qu'est-ce qui s'est passé 3 mois après? Le Covid, quoi. Et donc très naïvement, encore une fois, c'est peut-être aussi un autre schéma de ma vie, je me suis dit bah tiens, là il y a une pandémie mondiale, on va être en confinement, je suis virologiste de formation, je vais trouver un job. Pour moi, ça me semblait assez dingue de pas pouvoir trouver un job quelque part, quoi, finalement. Yes. Et bah en fait, ce qui s'est passé, c'est en fait l'inverse. C'était complètement contre-intuitif. Ça a été tellement déstabilisant pour tout le monde, pour toutes les raisons qu'on connaît, qu'il y a eu beaucoup d'argent, beaucoup de financements qui ont été débloqués. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce soit dans le privé ou dans le public, étant donné que l'argent coulait quand même à flot, faut le dire, bah, les laboratoires ont peu besoin de spécifiquement recruter. En fait, ils ont simplement réalloué les ressources sur le sujet Covid. Ils ont pratiquement arrêté les autres recherches. Et donc, en fait, bah, moi, je me suis retrouvé bah, sur le milieu de l'emploi sans rien du tout, quoi. Et je le dis, je le précise parce que c'est aussi un des déclencheurs du fait d'avoir pris le poste de consultant en financement et innovation, c'est que j'ai fait une erreur, mais que j'ai découvert qu'en revenant en France, c'est-à-dire que quand je suis parti aux États-Unis, je ne savais pas, parce on me l'avait pas prévenu. Personne m'avait prévenu, j'avais pas fait de recherche non plus, donc c'est clairement de ma faute, hein, mais je ne savais pas qu'il fallait que j'ouvre mes droits au chômage avant de partir. Donc en Ah, fait, je les ai pas ouverts. Et quand je suis rentré en France et que j'ai été voir Pôle emploi en disant bah voilà, je suis de retour de postdoc, je voudrais voir si j'ai droit à quelque chose, on m'a dit ah bah non, parce que vous n'avez pas ouvert vos droits. Donc en fait, vous avez le droit à rien du tout. alors explique, Jérémy, cette histoire d'ouverture de droit en fin de postdoc aux États-Unis. C'est-à-dire que Non, c'est une question de panique. J'ai pas compris, excuse-moi. oui, oui, non, non, non. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que théoriquement, si j'avais voulu en fait avoir accès à du chômage en revenant des États-Unis, Ouais. j'aurais dû en fait ouvrir mes droits au chômage avant de partir aux États-Unis. Ah, ok. Après ta thèse. Après la thèse, ouais, Au exactement. chômage à ce moment-là. Tu aurais dû ouvrir tes droits. Et tu as le Ouais, droit d'ouvrir tes droits et de partir bosser aux ouais. États-Unis? En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a dit à l'époque. En tout cas, c'est la raison. C'est pareil. Après, j'ai pas forcément trop cherché non plus. Moi, au moins, on m'a annoncé ça. J'ai dit bon bah ok. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire quoi. Non, Donc, parce que moi, ma question, c'est si tu ouvres tes droits hmm. actuels aux États-Unis, tes droits, ils vont s'expirer après au bout de Ouais, mais 3 tu peux les ans. prolonger. Tu peux les prolonger en fait. Bon, bah, ça, Ouais. c'est bon à savoir. Du coup, ouais, renseignez-vous pour vos Hmm. droits si vous partez à l'étranger. Donc, du coup, on te dit, tu n'as pas de droit au chômage. Tu reviens en France, plein Covid. Combien de temps tu restes comme ça dans cette situation un peu Alors, j'ai pris, je pense 2 mois pour souffler parce que je suis rentré en France. J'étais sur les genoux sur les derniers mois de postdoc où je voulais absolument finir ce que je voulais finir. Donc j'ai pris, je pense, 2 mois pour souffler. En plus, je suis arrivé avant les périodes de Noël, etc. Je suis quasiment pas revenu en France. Je suis revenu en France une fois sur la période de 3 ans. Donc c'était l'occasion de revoir de la famille et puis des copains. Puis après, au bout de 2 mois, quand on t'annonce que tu as le droit à pas de chômage et qu'en fait, tu es littéralement à 0 € par mois, hein. Alors après, peut-être que j'aurais eu accès à d'autres moyens, mais j'ai pas cherché en fait. Et parce que c'était pas l'objectif. Donc je me suis dit bon bah maintenant qu'est-ce que tu fais? Et donc c'est à ce moment-là que j'ai rappelé pas mal de gens, que j'ai continué à réseauter. Je me souviens, j'avais fait un message sur LinkedIn en disant bon bah voilà, je reviens de postdoc. Virologiste, je cherche un emploi, donc voilà, si dans votre réseau vous connaissez des gens qui cherchent, n'hésitez pas à me contacter. Et ça a donné rien, ça a rien donné du tout, hein. J'ai eu quasiment aucune touche. Mais l'avantage c'est que j'avais construit mon réseau avant, et donc bah, il se trouvait que ma copine en question, bah, elle était en poste, et donc bah, je l'ai rappelé, je lui ai dit voilà. Je suis un peu embêté parce que j'ai accès à rien et aujourd'hui on va être confiné. Donc qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a des postes qui sont ouverts dans ta boîte? Elle m'a dit bah justement le timing est bon parce qu'il y a 2 postes ouverts.
Et donc, bah, j'ai postulé, hein, évidemment, tout de suite, le jour même. Et puis, bah, du coup, vu qu'il y avait eu un travail en amont avec le responsable de cette boîte-là, bah, en fait, ça a simplifié énormément les discussions. Et finalement, voilà, j'ai eu le poste de consultant en financement de l'innovation. Donc, je suis resté dans cette boîte-là pendant 2 ans. 2 ans, Voilà. ouais. Voilà. Donc, j'ai Donc, rejoint la boîte en avril 2020 et je l'ai quittée en avril 2022. yes. Pour ceux qui connaissent pas ce métier-là, Jérémy, tu peux nous résumer un peu à quoi ça Mhm. consiste, ce poste de consultant financement de l'eau? Ouais. Juste une question, comment tu as trouvé ce poste au Mhm. démarrage? Mhm. Je fais ça Donc, avant. ouais, ouais. Donc après, le poste sur le papier m'intéressait parce que ça me changeait de la paillasse, étant donné que je voulais plus en faire. Je me suis dit, bah, c'est pas plus mal finalement. J'ai vu ça comme une opportunité aussi, parce que ça, c'est un message qui est important. Quand tu sors de thèse et de postdoc, t'es pas très bankable hein, sur le monde du marché, en tout cas en dehors de l'académique, hein. Qu'on soit clair, hein. Euh, Ça, malheureusement, on le dit pas assez. Et il y a des centaines, des milliers de postdocs, enfin de thésards, de docteurs qui arrivent sur le marché tous les ans. Et il y a très peu de postes, c'est hyper compétitif. Et quand tu sors de thèse et que tu dis, oui, mais moi, je sais regarder la phosphorylation de mon truc. Honnêtement, en tout cas dans le privé, on vous rit au nez, hein. C'est-à-dire qu'on vous dit, ok, mais and so what, quoi. Et donc, en fait, consultant en financement d'innovation, bah, j'ai vu ça comme une opportunité parce que là, en fait, d'une part, l'essence du boulot, c'est quoi? C'est en fait, tu accompagnes des sociétés, des PME en général, donc des petites moyennes entreprises qui font de la R&D. Et donc, le but du métier, c'est de les accompagner et de les conseiller sur les dispositifs de financement de leur R&D, donc les appels à projets, etc., BPI France, tous ces dispositifs-là. Et l'autre partie du boulot, c'est de les accompagner sur un dispositif qui s'appelle le crédit d'impôt recherche, qui est financé donc par l'État, hein, qui a donc un crédit d'impôt. Néanmoins, pour que les boîtes obtiennent le crédit d'impôt, en fait, elles doivent rédiger un dossier qui met en valeur leurs travaux et qui justifie en fait le fait qu'elles font bien de la R&D, parce qu'évidemment, je crois que le crédit d'impôt c'est quelques milliards d'euros. Je sais plus exactement c'est quoi le montant, mais c'est quelques milliards d'euros. Et, euh, et donc, bah, forcément, il faut le justifier ça, hein. L'État, il donne pas de l'argent comme ça. Et donc, du coup, mon accompagnement sur cette mission-là, c'était donc de collecter donc les données de mes clients et potentiellement de les remettre en forme dans un dossier qui était plus ou moins vulgarisé pour que l'administration puisse juger et trouver vraiment les marqueurs de OK, c'est de la R&D, on valide la demande de financement. Et donc, j'avais la chance dans cette boîte-là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de boîtes qui sont des gros cabinets sur lesquels tu es vraiment centré sur de la rédaction scientifique, etc., qui, à mon sens, est pas très intéressante, hein. En tout cas, c'est ma perception du boulot. Je m'ennuyais profondément dans l'exercice. À l'inverse, il y a un exercice financier qui était spécifique dans cette boîte-là, parce qu'encore une fois, c'est pas tous les consultants qui le font, où là, tu rentres vraiment, où tu épluches bah, les factures de sous-traitance, tu regardes vraiment toutes les dépenses qui sont éligibles au CIR, et en fait, c'est toi qui fais le calcul du montant de CIR que la société a droit. Toi, ce Et côté qualité, c'est ça qui te plaisait plus que l'aspect rédaction, c'est ça? ouais, l'aspect rédaction, ça m'ennuyait profondément, parce qu'en réalité, en tant que chercheur, tu vois parfois des beaux projets dans des belles boîtes où tu te dis, ah, pourquoi c'est pas moi qui fais ce projet-là? Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vivais un peu, hein, mais tu te dis, putain, pourquoi c'est pas moi qui travaille sur ce truc-là? Et en fait, c'était plus frustrant qu'autre chose. C'est-à-dire que, et des fois, je me posais des questions, hein, je me disais, c'est là où des fois, en tant que scientifique, tu te dis, mais pourquoi vous avez fait ça? Je comprends pas, quoi. Et du coup, bah, là, en tant que consultant, c'est là où s'arrête l'exercice. C'est-à-dire que t'es pas là pour enfin, t'es pas là pour donner ton avis sur la science qu'ils font. T'es là pour la mettre en valeur, en fait. Donc, voilà. Et donc, question de Florent qui disait, c'est quel domaine, quelle thématique? Est-ce que toujours life Ouais, science ou t'as fait de l'IT? ouais, non, c'était, alors, du coup, c'est pareil, assez vite, j'ai mis le haut là, parce mes patrons de l'époque essayaient de me solliciter sur d'autres domaines. Et ça m'intéressait pas du tout. Et j'avais pas envie de faire de l'IT justement. Ou après c'est une boîte aussi qui est pas mal positionnée sur la transition écologique, etc. Alors non pas que le sujet de la transition écologique m'intéresse pas, mais c'est juste que moi je voulais rester dans mon domaine de compétences parce qu'encore une fois, quand tu dois mettre en valeur la recherche de quelqu'un d'autre, bah, il faut que tu connaisses un minimum le domaine, quoi. Et encore une fois, le life science, ça encadre la recherche clinique, dont je suis pas forcément expert, des domaines qui sont pas de la viro, hein. J'avais
je crois, peut-être un ou deux clients dans mon portefeuille qui en comptaient une quinzaine ou une vingtaine. J'avais que quelques clients qui se rapprochaient vraiment de ce que j'avais fait pendant ma thèse, quoi. Après, ça a été de la recherche clinique. Euh, C'était de l'agroalimentaire aussi. J'avais un client assez important dans l'industrie agroalimentaire, quelques clients en santé. Mais voilà, c'est un éventail assez large, quoi. Et c'est sympa parce que ça permet d'ouvrir un peu l'esprit aussi. D'accord, très bien. Alors, autre question. Mhm, T'es-tu servi de ce nouveau gros portefeuille mhm. de boîte pour tes recherches de postes perso? Ouais, ouais, c'est alors oui, alors ça n'a pas marché pour moi, mais j'ai plusieurs exemples où ça a fonctionné, où des consultants en financement de l'innovation qui étaient potentiellement intéressés pour revenir à la recherche ont finalement réussi à, à se faire débaucher. En fait, c'est toujours le sujet, hein. Mais après, je connais aussi des gens qui aiment beaucoup le poste de consultant en financement de l'innovation et qui veulent pas forcément chercher ailleurs, quoi. Mais voilà, c'est vrai que ça peut être un tremplin. Moi, en tout cas, ça n'a pas marché pour moi. Euh, mais ça veut pas dire que ça m'a pas été utile pour la transition à Buaster. Bien sûr. Donc, justement, on y arrive à cette transition parce qu'on va bientôt arriver à Écart. Ouais. Donc là, est-ce que du coup, tu l'as encore anticipé ce truc de je veux pas rester non plus consultant toute ma vie et Ouais. voilà, d'accord, tu Ouais, ouais. l'anticipes toujours. Et là, tu avais envie de revenir à la R&D, du coup, Jérémy, c'est ça? Ouais, Ou- je vais être très honnête, hein, c'est pas un secret de polichinelle vraiment, mais c'est un mois et demi après avoir eu commencé mon poste de consultant en financement et innovation, je savais que à plus ou moins court terme, je finirais par m'ennuyer. Du coup, un mois et demi après mon embauche, alors c'était en CDI, hein, mais du coup j'étais encore en période d'essai, je commençais déjà à chercher ailleurs, hein, pour être tout à Donc là, c'est fait, plus un an et demi, c'est un mois et demi, là. voilà. Bah, c'est-à-dire que si tu veux, quand t'es passé par toutes ces étapes où tu te dis qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas, finalement, bah plus t'évolues dans ta carrière, plus tu sais ce que tu veux et ce que tu veux pas, quoi, finalement. Et donc là, je me suis dit non, non, mais ça va pas le faire. Il y avait beaucoup de rédaction et c'est pas forcément c'est quelque chose que je fais, mais c'est pas un exercice qui me fait plaisir, vraiment. Faut aimer la rédaction, donc Jérémy, dans ce type de Ah oui, métier. oui, oui, ça c'est essentiel. En particulier dans les gros cabinets où certains consultants sont vraiment dédiés à la rédaction des dossiers, quoi. Faut vraiment aimer l'exercice, quoi. Et moi, ça m'ennuyait. Donc voilà, j'ai commencé à chercher, mais du coup, ça veut dire que la transition à Buaster a pris quasiment 2 ans, en fait. Oui, ça fait du temps, effectivement. Et donc, tu as eu cette opportunité comment? Grâce au réseau de nouveau, Jérémy, t'as pu Alors commencer. non, là pour le coup, non. Alors je connaissais en fait. Pendant ma thèse, j'avais fait une mission en Afrique, en Guinée, pendant l'épidémie d'Ebola. Donc, le fait que j'ai eu la formation P4 et compte tenu de la gravité de la situation à l'époque en Afrique, ils cherchaient des gens pour partir donc en Guinée faire du diagnostic d'Ebola sur le terrain. Et il se trouve que j'ai rencontré là-bas pendant cette mission-là quelqu'un qui travaillait ou a travaillé plus tard à Buaster. Buaster, c'était assez connu hein, à Gerland. C'est un institut qui était déjà connu, sur lequel j'avais déjà postulé, même en fin de thèse en fait. Ah, tu vois. Et Ok. j'avais pas eu la chance d'être retenu. Pendant mon postdoc, j'avais postulé sur des postes, j'avais pas été retenu. Oui. Et finalement, c'est vraiment le poste de consultant en innovation et je pense aussi, et je vais me permettre de dire surtout la manière dont j'ai valorisé l'expérience qui m'a probablement rendu attractif pour Buaster. Et C'est intéressant ça, Jérémy. Tu pourrais me dire deux mots de comment tu as valorisé ton expérience de consultant pour obtenir ouais, ce ouais. poste? Alors, ça part aussi d'un constat, c'est-à-dire que beaucoup de gens avec qui j'avais discuté quand j'étais encore aux États-Unis, je vais pas les citer, mais ils se reconnaîtront s'ils tombent sur la vidéo. Certaines personnes qu'en tant que jeune docteur en bio ou peu importe, vous diront c'est oui, mais en fait aujourd'hui t'es pas bankable pour moi qui travaille dans une boîte privée parce que en fait bah je sais pas si t'es capable de t'adapter au privé. Mm. Euh, j'ai jamais compris vraiment. Alors je comprends d'une certaine manière le positionnement aujourd'hui, mais c'est un argument qui me rendait fou, pour être tout à fait franc. Pour moi, je comprenais pas cet argumentaire-là. Dans l'académique, t'es poussé aussi d'une certaine manière à interagir normalement avec beaucoup de gens, donc je comprenais pas ce sujet de l'intégration dans une boîte privée, quoi. Mm. Euh, et donc ça déjà c'était le premier truc pour moi que je voulais cocher, c'est-à-dire ok donc aujourd'hui j'ai pas l'opportunité, on me donne pas l'opportunité de faire ce que j'ai envie de faire et de faire mon boulot. Donc comment est-ce que je peux déjà cocher la case là? Et je me suis dit bon bah pas d'académique, privé. Bon, c'est du financement et innovation, mais ça reste du privé, quoi. Donc au moins là, on pourra plus me dire t'es pas capable de t'intégrer dans le privé.
Donc la cage, check. Ensuite, après, bah forcément, quand tu veux aller dans le privé, et ça c'est un conseil qu'on m'avait donné que je comprenais moyennement à l'époque, mais qui était ultra pertinent parce que moi-même aujourd'hui je vois que je suis sur cette longueur d'onde là aussi. C'est que encore une fois, je suis désolé de le dire, mais c'est important. Quand vous sortez de thèse, vous êtes bankable, mais que pour la recherche académique. Le privé, il cherche des compétences qui sont transversales. Il cherche des gens qui sont capables de manager des projets et pas un projet. C'est-à-dire que tu es capable, normalement, tu dois être capable de manager plusieurs projets en parallèle. Alors là, les gens vont me dire, oui, mais dans mon projet de thèse, j'ai plusieurs projets. Ok, mais en fait, c'est pas ça qu'ils entendent, en fait. Il y a aussi un aspect qui est important, c'est la sémantique du privé. Quand tu sors encore une fois, de la thèse, tu es tout de suite sur la phosphorylation de machin bidule, ça va dans le noyau. Enfin, tu vois, ce genre de truc, on s'en fout. En fait, on s'en fout dans le privé. C'est pas le sujet, en fait. Et le point, c'est de pouvoir parler des projets de manière hyper synthétique, sans rentrer et casser la tête aux interlocuteurs avec du détail, qui, encore une fois, je comprends, c'est important pour nous, parce qu'on a passé 3 ans de notre vie à travailler dessus. Mais en fait, les gens en face de toi qui sont dans le privé, ils s'en foutent que tu étudié la rougeole et l'infection des neurones, par exemple. Tu vois, il faut dire, j'ai étudié ça, mais voilà ce que ça m'a permis d'acquérir comme compétence. En fait, c'est ça qui les intéresse. C'est les skill sets, en fait, qui intéressent le privé. Et donc, en fait, les skill sets transversaux, c'est capacité à communiquer, capacité de synthèse et la sémantique aussi, ça c'est hyper important. Encore une fois, c'est un vrai bon conseil qu'on m'avait donné à l'époque et que je comprenais pas, c'est la sémantique du privé. La sémantique qui est utilisée dans les boîtes, c'est-à-dire l'aspect des projets, l'aspect des partenaires, des sous-traitants, euh, l'aspect purement de la sémantique de la gestion d'un projet, etc. Ça, c'est essentiel. Et je vais vous dire ce qu'elle m'avait dit, cette personne-là. Je lui avais fait un email en lui disant, voilà, je voudrais rejoindre cette boîte-là, qui est une grosse boîte pharma. Euh, et j'ai fait l'erreur typique de quelqu'un qui est dans l'académique, c'est-à-dire que je lui ai fait un email comme ça. En plus, j'étais pas forcément très fort à l'époque, et j'ai sans doute encore un peu de progrès à faire aujourd'hui là-dessus, mais je faisais des emails à rallonge, où je rentrais trop dans le détail, et elle m'a dit, mais ton email, j'ai pas le temps en fait de lire ton truc. Enfin là, tu me racontes la rougeole, machin, bidule, ça interagit avec. Elle m'a dit, mais elle me dit, t'es à côté de la plaque. Moi, je veux que tu me parles de ta gestion de projet, de combien de projets tu es capable de gérer en parallèle. Et elle m'a dit, il faut vraiment que tu acquières le vocabulaire des boîtes. Et pour revenir sur le sujet, bah, quand tu travailles avec des PME toute la journée, bah, de facto, t'acquiers ce vocabulaire et t'acquiers aussi ce qui est important pour les boîtes. C'est-à-dire que dans l'académique, on n'est pas forcément sensibilisé plutôt au sujet là, mais encore une fois, il y a des boîtes qui aujourd'hui, tous les jours, elles doivent rentrer des projets et faire du chiffre d'affaires parce que sinon elles ferment boutique, quoi. Et ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Et donc, voilà, et ça a été un processus un peu long, ça a pris 2 ans et effectivement, ça a été 2 ans un peu compliqué parce qu'en fait, je considérais que j'étais pas à ma place et que je faisais pas ce que j'avais vraiment envie de faire. Mais finalement, ça m'a permis d'acquérir tout ce skill set transversal, d'acquérir effectivement du réseau. Alors, moi, encore une fois, ça n'a pas marché pour moi, mais ça a marché pour d'autres, donc c'est important. Et voilà. Et donc après, bah, du coup, tu acquiers cette facilité aussi à communiquer. C'est pareil, la casquette un peu de business dev est important parce que le business dev, c'est très centré sur voilà ce que je vends, voilà ce que je peux t'apporter, quoi. Et avoir cette capacité à transmettre ça quand tu as des recruteurs en face, je pense qu'ils y sont sensibles, en fait. Donc en fait, Jérémy, finalement, tu sentais que tu n'étais pas à ta place, mais en même temps, ça t'a permis d'acquérir des compétences. Mhm. Des compétences, c'est ça aussi qu'il faut voir à travers une expérience. C'est qu'est-ce que je peux en tirer, comment Mhm. je peux grandir. Et ça te permet de rebondir. Et peut-être que sans cette expérience de consultant, tu aurais toujours du mal à intégrer le poste que tu as aujourd'hui. C'est sûr. Ça te génial finalement. Donc, C'est une certitude. C'est une certitude. Et je l'ai fait consciemment, hein, c'est-à-dire que, en fait, la première année a été hyper compliquée parce que, bon, d'une part, j'étais pas forcément aligné non plus avec certaines décisions des dirigeants de la boîte sur plein de sujets. Je m'ennuyais un petit peu dans mes fonctions, à part sur la fonction de relationnel avec mes clients et la partie financière de mon travail. Mais tout le reste m'ennuyait profondément. Et en fait, à un moment, c'est pareil, c'est-à-dire que bah, tu as besoin de manger aussi. Hein, donc, je me suis dit, bah, sois patient. Là, t'as pas le choix, faut serrer un peu les dents. Et alors, là, je suis peut-être un peu difficile. Hein, c'était pas Albagne. Hein, mais voilà, je me suis dit, sois un peu patient et construis ta carrière, quoi. Et c'est à ce moment-là aussi que je suis rentré dans une étape où je me suis dit à structurer les gens avec qui je discutais
à construire mon réseau de la manière qui pour moi est pertinente, c'est-à-dire discuter avec les bons interlocuteurs et choisir les mots que tu utilises aussi. Encore une fois, la sémantique que tu utilises, elle est essentielle, en particulier quand tu essaies de switcher de l'académique vers le privé. Très, très intéressant ce que tu dis. Donc, plein de conseils, vraiment écoutez bien, hein. L'expérience de Jérémy, je trouve que c'est hyper intéressant. Donc, tu as eu du coup cette expérience de consultant, ça t'a aidé à acquérir cette Mhm, sémantique, à monter en compétence sur certaines choses, etc., qui t'ont permis de décrocher ce fameux job chez Buaster pour lequel tu avais quand même pas mal postulé. Donc, mhm, aujourd'hui, tu occupes un job en gros de responsable R&D. mhm. Tu t'éclates. C'est ce que tu Ouais, disais. ouais, ouais. Bah, en fait, je peux te dire ce que j'ai dit à- aux ressources humaines et à d'autres gens, même de certaines personnes de mon équipe, hein. Je leur ai dit, j'ai enfin le sentiment d'être là où j'avais envie d'être. C'est beau. C'est Voilà. beau. Donc, et c'est pas pour voilà, hein, mais c'est la réalité, c'est-à-dire que je voulais plus faire vraiment de paillasse, je voulais avoir des aspects plutôt, disons entre guillemets stratégiques et plutôt macro que du micro, c'est-à-dire rentrer dans les interactions protéines-protéines. J'adore toujours ça, hein, mais ça me faisait moins vibrer. Je voulais d'autres choses, quoi. Et en fait aujourd'hui, ce poste-là, c'est ce qui m'offre. En fait, c'est de J'explique brièvement en la quoi ça consiste ton poste actuellement. Ouais, donc du coup, donc en tant que responsable R&D à Buaster, donc je suis à la tête d'une unité, donc une UTech, comme on l'appelle à Buaster, une unité technologique. Buaster, pour rappeler, parce que c'est important, c'est un IRT, donc c'est un institut de recherche technologique. Notre vocation, c'est de créer de la techno, ou implémenter des approches qui sont potentiellement disponibles commercialement mais qu'on intègre vraiment dans nos pipelines analytiques chez Buaster pour pouvoir les proposer à des partenaires ou à des collaborateurs. Et donc, en tant que responsable aujourd'hui, donc mon unité, c'est 4 sous-équipes. C'est 18 personnes parce qu'on a aujourd'hui 2 stagiaires, mais c'est 16 personnes en CDI aujourd'hui. Et donc, on a dans les 4 équipes, il y a une équipe qui est spécialisée dans la recherche préclinique plutôt orientée vivo. Mhm. Donc chez la souris principalement. J'ai une équipe qui est spécialisée dans ce qu'on appelle l'applied microbiology. Donc en fait, Buaster, ce qu'il faut que je précise aussi, c'est que c'est un institut qui est vraiment centré, focus sur le domaine de la microbiologie au sens large. Historiquement beaucoup sur les maladies infectieuses, mais très très vite le sujet du microbiote a émergé là ces dernières décennies et donc le microbiote c'est de la microbio quoi et donc le microbiote a été beaucoup développé au sein de Bioaster. Donc il y a une équipe qui est vraiment dédiée à l'analyse du microbiote. Ensuite, il y a l'équipe de General Microbiology. Donc là, c'est une équipe qui est plutôt dédiée aux tests, par exemple, d'antimicrobiens, l'analyse de résistance aux antibiotiques, l'analyse de ce qu'on appelle la clinical microbiology, donc vraiment l'analyse d'échantillons potentiellement cliniques. Mhm. Et ensuite, il y a euh, l'équipe qu'on qualifie aujourd'hui de protein science au molecular engineering. Donc ça, c'est une équipe qui est spécialisée, entre autres, dans la génération de vecteurs, la purification de protéines, l'interaction protéine-protéine. C'est une équipe aussi qui avait poussé pas mal la virologie à l'époque du Covid. D'accord. Ok. Et la dernière équipe, donc General Microbiology, Applied Microbiology, Protein Science et la préclinique. Voilà, donc ça fait les 4 équipes et donc 16 Donc, personnes. Jérémy, si tu devais me décrire une journée type de tes missions au quotidien, Ouais. ça va quoi? Alors du coup, comme je le voulais, hein, je suis pas dans l'opérationnel frontline, c'est-à-dire que chaque équipe a ce qu'on appelle un manager. Donc ça, eux, c'est vraiment des managers opérationnels sur les projets. Ils participent aussi évidemment au développement de projets au sein de Buaster. Moi, mes journées aujourd'hui, c'est très centré sur la gestion macro des projets. Donc c'est s'assurer qu'on est dans les deadlines quand les équipes de l'unité ont des difficultés. Je suis là pour les accompagner. J'accompagne quotidiennement les managers d'activité, donc les responsables des sous-équipes dans leur activité. Après, j'ai des responsabilités aussi encore une fois, de communication de notre activité au leadership de Buaster et aux autres responsables au sein de Buaster. Voilà, il y a un peu de gestion de budget, même si ça reste un peu à la marge. Mais voilà, c'est vraiment de la gestion scientifique vraiment macro pour moi aujourd'hui. Et c'est ça qui te plaît finalement, d'avoir cette position un peu plus. Ouais,
après avoir fait 10 ans de vraiment recherche spécifique sur des choses compliquées, je voulais prendre un peu de hauteur finalement. Forcément. Avec le temps, Mm. les envies et les besoins changent. Du coup, il nous reste quelques petites Voilà. minutes, donc n'hésitez pas, pour les gens qui nous écoutent, Mhm. n'hésitez pas à allumer vos caméras, à poser directement vos questions à Jérémy. Il est à vous, je te le laisse. Bonjour Stéphanie. Bonjour, oui, je n'osais pas couper Jérémy pour poser ma question. Merci pour ton intervention, c'était très intéressant. Moi, ça fait bien écho à ce que je ressens en ce moment. Ma question, c'était par rapport au postdoc que tu as fait aux États-Unis. Est-ce que pour toi, tu penses que ça a été un Mhm. tremplin ou un frein au poste auquel tu es aujourd'hui? Et est-ce qu'on t'a reproché d'avoir fait ce postdoc avant de Mhm. passer dans des postes dans le privé? Ouais, bah, c'est une bonne question. Alors, est-ce que je considère que c'est un frein? Probablement pas. Par contre, est-ce que je considère aujourd'hui, avec le recul, que c'était nécessaire? Absolument pas non plus. Alors, c'est pareil, hein, dans le secteur académique, on va te dire, il faut faire un postdoc, etc. Je peux donner l'exemple vraiment en 2 secondes de quelque chose qui m'avait fait, ça m'avait fait mal quand on m'avait dit ça. C'était un de mes co-directeurs de thèse. Quand j'étais en phase de recherche, etc., lui, il m'a dit, Jérémy, pense à la suite. C'est vraiment ça qui est important. Et ce qui m'a fait mal et ce qu'il m'a dit, mais aujourd'hui, je comprends pourquoi il avait raison, c'est, je vais vous le dire, je cite, ta thèse, on s'en fout. Pourquoi la thèse on s'en fout? Alors c'est pas qu'on s'en fout en réalité, mais ce qu'il voulait exprimer, c'était de dire que en réalité, quand tu sors de thèse, en tout cas en France, c'est vrai que dans l'académique, tu es considéré comme un chercheur junior. T'es pas encore considéré comme un vrai chercheur en soi. Après, ça dépend dans l'environnement dans lequel tu as travaillé, mais t'es pas considéré en tant que tel vraiment comme ingénieur, un chercheur senior. Et donc, en France, il y a cette politique de dire que les doctorants qui veulent continuer à faire de la recherche, il faut les envoyer à l'étranger. Alors, moi, je suis allé aux États-Unis, mais tu peux aller plus ou moins n'importe où. L'important, théoriquement, sur le papier, parce que ça, c'est ce qu'on m'a dit, c'est va dans un pays où ça parle anglais, parce que tu en as besoin de cette compétence-là. Mais en réalité, effectivement, ta thèse, on s'en fout. Et moi, je peux que le valider, c'est-à-dire que quand après j'ai cherché un emploi, j'ai fait l'erreur très souvent de revenir sur les détails de ce que j'avais étudié parce que c'est ce qui me semblait important, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Donc, ça m'a pas été reproché, mais clairement, je pense maintenant que si j'avais eu conscience de ce que j'ai conscience aujourd'hui en sortant de thèse, j'aurais fait tout de suite le choix de pas faire de postdoc et de me centrer sur qu'est-ce que c'est ma carrière, qu'est-ce que je veux pour ma carrière, qu'est-ce que c'est quoi les questions et c'est quoi les sujets sur lesquels je veux travailler. Et pour ça, t'as pas forcément besoin d'un postdoc en réalité. En tant que thésard, quand tu sors de thèse, t'es junior, mais tu sais faire de la recherche en fait. Et si t'as un papier, c'est mieux parce que t'as la preuve que tu es capable de gérer de la recherche. Mais en réalité, une fois que tu as ton premier papier de thèse, tu as la preuve que tu sais faire de la recherche. Donc en fait, après, la question, c'est je sais faire de la recherche, maintenant, qu'est-ce que je veux? Et en fait, je pense que c'est la question qu'il faut se poser très vite. D'accord, merci. Donc pour toi, que ce soit thèse ou postdoc ou les deux, il vaut mieux mettre en avant toutes les compétences annexes gestion de projet plutôt que Ouais, oui, oui. la recherche fondamentale et technique. Ouais, et encore une fois, il faut être vigilant parce qu'encore une fois, ce que nous, on considère être de la gestion de projet en tant que thèse, ce n'est pas du tout ce que les boîtes privées entendent comme gestion de projet. C'est ça qu'il faut faire attention. Euh, quand t'es en thèse, hein, tu rentres à J1, tu te dis, ah, j'ai 3 ans, je vais faire mes recherches, c'est génial, je vais étudier mon truc que j'adore, etc. La gestion de projet, dans les boîtes privées, en tout cas, c'est pas ça. C'est pas, en général, t'as pas qu'un projet. C'est transversal, avec des deadlines, des enjeux financiers. Et quand tu échanges avec les gens, si tu donnes pas cette perspective-là, que tu es vraiment conscient de ça, en fait, ça fait flop, quoi. Parce que les enjeux, ils sont là en réalité. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours être un peu vigilant quand tu dis oui, mais je suis thésard, je comprends pas. On me dit que je sais pas gérer des projets. Mais en réalité, c'est un peu vrai. Hein. Je le reconnais. Hein. C'est la gestion de projet, c'est un métier à part entière. Hein. Et ça, du coup, tu l'as appris dans ton poste actuel ou plutôt dans ton métier de consultant? Bah, tu l'apprends aussi. Alors, c'est vrai que d'une certaine manière, quand t'es postdoc, t'es sollicité sur plein de sujets. Donc tu commences à acquérir un peu le sens de ce que ça veut dire. Mais après, effectivement, en tant que consultant, bah voilà, j'avais comme je le disais, une quinzaine, une vingtaine de clients avec des dossiers en parallèle, des enjeux financiers en parallèle, où il faut que tu relances les gens, etc. constamment, que tu t'assures que tu sois dans les deadlines,
Si les dossiers sont pas déposés au bon moment, c'est le CIR potentiellement qui est en danger des partenaires. Et donc, voilà, ce skill set là d'être habile dans la communication et puis être toujours bien dans le bon timing sans être sursollicitant par rapport aux partenaires, ça c'est un vrai skill set que t'as pas forcément en thésard, hein, parce que quand t'es thésard, alors oui, t'as des stagiaires, mais les stagiaires, tu lui dis bon, tu me fais mon western blot et voilà, et le stagiaire il t'apporte ton western, mais c'est pas de la gestion de projet ça non plus, tu vois, c'est de la gestion de ressources en fait. Euh, voilà, mais effectivement, le poste de consultant, ça a été très formateur. Et puis, bah, encore une fois, j'ai fait la transition à Buaster. Donc, moi, aujourd'hui, je continue à apprendre tous les jours, hein, je me positionne pas comme le roi de la gestion de projet ou d'équipe, hein. Ça fait 1 an que je suis à Buaster. Donc, voilà. Merci beaucoup. Ouais, Merci beaucoup, merci. Stéphanie. Alors, j'ai le temps qui file, malheureusement, c'était hyper intéressant, mais quand on a une dernière question de Laurent qu'on va prendre, il s'excuse parce qu'il ne peut pas allumer sa caméra. Il dit, est-ce que le bon choix, c'est pas le choix que tu as fait dans les circonstances où tu étais à ce moment-là? Je sais pas si... Euh, ouais, c'est presque philosophique cette question-là. Oui, en fait, je considère, en fait, j'ai pas de regrets dans les choix que j'ai faits. Donc très clairement pour moi, euh, je considère que les choix que j'ai faits au moment où je les ai faits, c'était le bon moment, etc. Et voilà, j'ai toujours été comment le timing pour moi était toujours important. C'est-à-dire que je voulais pas 6 mois après ma thèse à attendre un postdoc. Je me suis dit, je veux finir ma thèse, partir en postdoc. En postdoc, 1 mois et demi avant, je me suis dit, je veux savoir ce que c'est la suite, quoi. J'étais toujours très là-dessus, quoi. Je pense qu'une manière de répondre à la question, c'est l'anticipation et savoir se poser les bonnes questions et aussi finir par comprendre que la thèse c'est la première étape et que c'est pas la thèse qui fait de la carrière en fait. Et du coup, il faut se poser les questions de c'est quoi ma carrière. Alors après, ça peut changer hein, évidemment, hein. Tu peux te tromper aussi, hein. Moi, je me suis trompé, hein. Alors euh, si le poste de consultant en financement d'innovation m'avait plu, j'aurais pu faire une carrière dans ce métier-là. Donc dans ce sens-là, je me suis trompé en fait. Mais en me trompant, j'ai acquis d'autres compétences qui m'ont permis d'arriver là où je suis aujourd'hui. Et, euh, et je pense que c'est ça l'important. Mais je pense que ma perception, en tout cas, pour voir peut-être la situation d'autres personnes qui ont fait une thèse ou de copains qui ont fait des thèses, peut-être que ce qui manque, c'est se poser la question de vers quoi j'ai envie vraiment d'emmener ma carrière, quoi, et pas forcément se laisser guider par bah je postule là, puis si ça marche pas, je postule là, et puis bah finalement si j'ai le job là, tant mieux, mais en fait si je l'ai pas, c'est pas grave, quoi. Il Yes, faut une carrière, beaucoup de gens diront que ça se construit, et je pense que c'est important. exactement. Je dis, Florent, la réflexion derrière, c'est que oui, c'est toujours plus facile à posteriori de revenir sur ses choix. Ouais, effectivement, là, je vous présente ça parce que j'ai le recul, mais à chaque milestone de ma carrière et les choix que j'ai dû faire, c'était aussi parce que je considérais à ce moment-là que j'étais un peu le dos au mur, quoi. J'étais dans des situations qui me convenaient pas. J'avais pas forcément les clés de ce que je voulais derrière, mais il y a une chose qui était importante, c'est que assez vite dans ma carrière, je savais ce que je voulais pas, en fait. C'est Vraiment. important de savoir ce qu'on veut pas, de savoir ce qu'on veut, Mhm. d'anticiper. Ça, tu l'as fait à chaque fois, hein, dans tout ton Mhm. parcours, que ce soit en thèse, postdoc, à chaque fois, t'anticipes les Ouais. réflexions, ça c'est bon. Et Savoir ce puis que tu après, veux, savoir ce que tu veux, c'est parfois compliqué. En général, c'est plus simple de savoir ce qu'on veut pas parce que c'est ce qui est inconfortable, etc. Mais encore une fois, le poste de consultant en innovation, en financement d'innovation, j'étais pas confortable parce que encore une fois, je m'ennuyais et tout ça. Mais le point, c'était de dire, je suis pas confortable aujourd'hui, et finalement, de cet inconfort est venu le fait de se dire, bah, quel poste je veux en réalité, parce que j'aurais pu après un poste de consultant en innovation venir sur de l'opérationnel, par exemple. en même temps, ça t'a permis de savoir ce que tu ne voulais pas. Oui, exactement, Tu savais pas, exactement. toi. Tu fais le Ouais, papier avec la fiche de poste, tu dis, c'est super sympa ce ouais, poste et ouais, tout. Tu l'as fait, exactement. tu te rends compte que la rédaction, c'est pas ton truc, que Mhm. machin, et donc tu t'es plus orienté vers un job où tu étais dans le relationnel, dans la gestion macro, etc. Ouais, Donc on se exactement. découvre au fur et à mesure de nos expériences et c'est Mhm. vraiment ce qui est chouette. Il n'y a pas de carrière prédéfinie, il y a des carrières qu'on construit nous-mêmes en fonction des rencontres, des circonstances, etc., etc. Je te laisse Mhm. dire un dernier mot, Jérémy, avant qu'on clôture. Malheureusement, ça y est, on est à 35, on a même dépassé un tout petit peu, mais c'était hyper Ouais, ouais. intéressant. Voilà, qu'est-ce que tu aurais voulu dire à tous les doctorants, PhD, la recherche d'emploi, etc., qui se posent 1000 questions, Mhm. qu'on rencontre tous les jours avec des doutes, avec je sais Mhm. pas ce que je vais faire de ma vie. Mhm. Bah, c'est pas facile comme tu l'as dit. Quel Ouais. conseil pour toi tu leur donnerais aujourd'hui?
Alors, je sais pas si c'est un conseil, mais en tout cas, on le voit tous aujourd'hui. Encore une fois, on a des centaines et des milliers de jeunes docteurs qui arrivent potentiellement sur le marché de l'emploi ou qui se posent la question existentielle de se dire est-ce que j'ai encore envie de faire de la recherche? Je pense que je suis fait pour ça. Et pour moi, l'important, c'est de se confronter à la dure réalité qui est qu'il n'y a pas de poste. Et que si vous choisissez cette voie-là, il faut vraiment, vraiment se donner les moyens, entre guillemets, peu importe ce que ça veut dire, d'aller jusqu'au bout, parce que qu'est-ce que ça veut dire? C'est des sacrifices perso, c'est des sacrifices professionnels. Vous allez passer vos week-ends au labo. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez pour potentiellement arriver à 42 ans et pas avoir de poste, quoi? Et être constamment embêté par la sauvadée dans des labos qui potentiellement seraient très contents de vous garder, mais qui en fait peuvent pas et doivent vous renvoyer chez vous pendant 3 mois ou 6 mois avant de vous rembaucher. Enfin, la réalité, c'est ça aujourd'hui. Et, euh, et du coup, une fois qu'on est en paix avec ce principe-là, je pense que justement, ça permet de se poser les bonnes questions. Voilà. Moi, je suis pas en train de dire à tous les doctorants en life science ou ailleurs que la recherche c'est pas beau, la recherche c'est beau et c'est passionnant et tout ce qu'on veut. Mais encore une fois, il y a la réalité du marché. Et encore une fois, il y a des belles aventures à vivre dans d'autres métiers qui sont pas de la recherche ou potentiellement dans le privé. Il faut juste savoir ce qu'on veut et structurer sa carrière vers ce qu'on a envie d'être, quoi. C'est vraiment ça qui est important. On veut et ce qu'on veut pas, surtout. Mhm, Il mhm. faut savoir ce Ouais, qu'on veut pas, surtout. Après, ce qu'on veut, ouais. on le découvre, comme tu l'as Mhm, fait mhm. dans notre ensemble, on le découvre au fur et à mesure. Mais écoutez, good luck à tout le monde. Merci énormément, Jérémy, pour ton témoignage. C'est vraiment hyper, hyper enrichissant. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à laisser des petits messages. On a un tout petit peu débordé, mais avec grand plaisir. Le Mhm, replay, c'est la semaine prochaine. On vous tient mhm. au courant. Et puis, merci à tous pour votre Ouais. participation, Jérémy. Eh ben, C'est merci Asia, c'était chouette. Et puis bah si les gens qu'on n'hésite pas à me contacter. Encore une fois, j'ai un profil LinkedIn, etc. Donc je suis à la disposition si vous avez des questions et que vous cherchez simplement à échanger. Voilà, c'est toujours un plaisir pour moi de partager mon Merci beaucoup, expérience. Jérémy, parce qu'en effet, tous les gens qui vont te regarder ou les participants qui sont là, peut-être qu'ils ont encore des questions. Et puis Mhm, surtout, c'est le moment aussi de se connecter, hein. C'est mhm, aussi bien pour ce sûr, truc du réseau aussi. Donc, exactement. merci beaucoup pour ton ouverture et puis pour continuer les échanges si des gens viennent vers toi sur LinkedIn. Merci à Ouais, tous pour votre participation. Je vous souhaite une merci. excellente journée. Merci, Jérémy. Allez, Excellente merci, journée. À bientôt. merci. Ciao. Ciao, ciao.